Tout à fait autre chose, certains étrangers estiment que la qualité des produits manufacturés au Rwanda est parmi ceux qui devaient être promus au niveau international, afin de valoriser surtout l'originalité des produits manufacturés sur le continent africain, comme nous le dit Kassim Issouf. Environ 8 ans viennent de s'écouler depuis que le gouvernement rwandais a mis en place le programme destiné à promouvoir les produits Made in Rwanda. Les objectifs fixés étaient notamment de faire un pas de plus vers la culture de l'autosuffisance, la consolidation de l'économie nationale et la réduction du déficit de la balance commerciale du Rwanda. Jusqu'à présent, au moins 89% des petites et moyennes entreprises industrielles opérant au Rwanda sont encore confrontées aux problèmes du marché tant intérieur qu'extérieur pas suffisant. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas comment procéder pour exposer leurs produits à l'étranger. Ils pensent que c'est un grand problème. Dans cette situation, je crois que le gouvernement devrait nous aider à voir comment promouvoir nos produits sur le marché international. La raison pour laquelle nous n'accédons pas aux marchés étrangers, c'est parce que nous n'avons pas d'idée claire et concise sur la manière de faire connaître et correctement commercialiser nos produits. Yasmine Thiam est sénégalaise et opère dans l'industrie de la mode. Elle est parmi des ressortissants étrangers qui se sont engagés à promouvoir les produits manufacturés au Rwanda, particulièrement dans son pays, le Sénégal. Elle affirme que tel est le moyen de promouvoir les produits manufacturés en Afrique, l'un de ce dont a besoin le continent pour se développer. Justement de faire la promotion du Made in Africa pour les Africains. Donc c'est vraiment de faciliter pour les Rwandais qui veulent s'approvisionner en Made in Sénégal et de faciliter aussi pour les Sénégalais qui veulent s'approvisionner au Made in Rwanda. J'espère qu'en termes de logistique, il y a des choses qui vont se mettre en place rapidement et qui vont vraiment nous faciliter les échanges entre pays africains. Car c'est important que nous, en tant qu'Africains, on a un rôle à jouer et on doit vraiment apprendre à consommer les produits de chez nous. Depuis une année que Yasmine Thiam opère dans le marketing et l'exposition au Sénégal des produits manufacturés au Rwanda, elle admet que le résultat est concret, surtout chez les entrepreneurs rwandais dans le domaine des produits Made in Rwanda. Alors l'impact il a été bon, surtout pour le café et le piment, qui sont des produits qui sont vraiment appréciés au Sénégal. Le problème auquel on se confronte malheureusement, c'est la logistique. Ça fait mal au cœur de se rendre compte que c'est plus facile d'envoyer des produits d'Afrique vers l'Europe ou vers les États-Unis qu'à l'intérieur de l'Afrique. C'est vraiment le frein qui nous bloque. Le programme pour la promotion des produits manufacturés au Rwanda a débuté en tant que sensibilisation de la population à apprécier et à consommer des produits locaux et est devenu en 2018 une politique commerciale. Actualité nationale en bref et en images. Graduation c'est dimanche à l'université Global Health Equity. 46 étudiants en provenance de 13 pays d'un peu partout dans le monde ont en effet achevé leur 3e cycle de maîtrise. Ils disent être prêts à apporter totalement leur contribution dans la préservation de la santé des citoyens. Ces étudiants étaient inscrits au cours en rapport avec le genre et la santé reproductive, la gestion de la santé publique en général. Le recteur intérimaire de l'université Global Health Equity, Dr Joël Mobiligui, a félicité les lauréats pour les zèles et la détermination qu'ils ont fait montre tout au long de leur cursus d'une année. Il a indiqué que le monde a besoin des personnes ayant assez de connaissances pour contribuer à la résolution des problèmes sanitaires auxquels le monde est actuellement confronté
Il ira exhorter d'être le catalyseur de changements positifs sur la santé publique en aidant la population à avoir une santé saine. L'on compte parmi les 22 femmes et 22 hommes de l'université Global Health Equity qui a débuté ses activités au Rwanda en 2015. Le président de la République, Paul Kagame, a inauguré sa branche de Butaro, c'était en 2019. Bienvenue à l'entretien de la semaine. La télévision rwandaise a le plaisir de recevoir sur Skype Madame Isadora Bigourdan. Elle est la directrice générale de Digital Afrique. Donc bonjour et bienvenue à la télévision rwandaise. Miriwe Patrick, merci beaucoup de m'inviter. Voilà, donc en mai 2018, au cours des Vivatech, le grand rendez-vous du numérique, le président français Emmanuel Macron avait fait une annonce importante, une enveloppe de 65 millions d'euros aux startups africaines. 5 ans après, pouvez-vous nous parler des différentes actions menées par l'initiative que vous pilotez, Digital Afrique? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, en 2018, le président Macron avait décidé de lancer Digital Africa avec comme ambition de travailler différemment avec les startups technologiques en amorçage sur le continent pour leur permettre d'avoir un accès facilité à des compétences, de l'investissement et un réseau international à travers une visibilité. Depuis 2018, quelques chiffres, nous avons eu la chance d'accompagner 2600 entreprises sur le continent. Nous travaillons avec plus de 80 partenaires écosystémiques dans 31 pays d'Afrique et l'équipe aujourd'hui est composée d'une vingtaine de talents qui représentent à la fois les pays dans lesquels on travaille et les sujets sur lesquels on travaille. Chez Digital Africa, on croit beaucoup à une approche plateforme. Au cœur de notre proposition, il y a l'entrepreneur tech en amorçage sur le continent et tout ce qu'on développe à travers notamment 15 connecteurs sur le terrain et tous nos partenaires a pour ambition de lui faciliter l'accès à ces outils-là et à ce réseau-là pour qu'il puisse passer d'une idée, d'une proposition technologique en amorçage à une véritable entreprise qui crée de la valeur à la fois pour sa communauté, mais plus généralement qui peut inspirer aussi le monde puisqu'il y a beaucoup de solutions technologiques qui se déploient en Afrique, qui sont ensuite développées à travers le monde. Et si on prend l'exemple, par exemple, de Instadeep ou de Expensia ces derniers temps, qui ont défrayé la chronique, on voit bien que la technologie qui s'invente en Afrique fait partie des solutions qu'on cherche pour le monde de demain. Oui, vous travaillez en synergie avec des partenaires locaux de l'AFD, l'Agence française de développement, tous experts en accompagnement et financement du numérique. Quels sont les programmes qui vous intéressent dans le cadre de cet accompagnement? Alors, c'est vrai que Digital Africa est devenue la filiale de Proparco, en fait, qui accompagne et qui finance les startups tech en amorçage sur le continent. On crée beaucoup de synergies avec eux. Je vais prendre quelques exemples. On travaille notamment avec la coopération allemande à former les talents de demain pour qu'ils puissent venir rejoindre les startups qui, elles, cherchent des équipes pour pouvoir déployer leurs produits. On a aussi déployé en lien avec Proparco un dispositif qui s'appelle Bridge, qui permet aux startups d'avoir accès à un ticket de financement sous forme de dette pour faire face à leurs besoins de liquidité en période de levée de fonds. Et on travaille évidemment avec toutes les agences sur le terrain à identifier les champions de la tech qu'on peut financer à travers notamment Fusée, qui est notre facilité d'investissement de petits tickets à destination des startups francophones. Vous avez 20 ans d'expérience dans la structuration et les financements d'entreprises. Avec Digital Afrique, vous allez concentrer vos interventions sur le financement et l'accompagnement des startups dans le secteur technologique en Afrique. Quelles sont donc vos ambitions? Alors, notre ambition, notre conviction d'ailleurs, c'est que en Afrique, la technologie est un moyen de faire ce fameux leapfrog, c'est-à-dire de pouvoir avoir un effet, de pouvoir faciliter en fait l'accès aux services essentiels pour les populations et également déployer des solutions qui ont vraiment
une valeur et un impact économique pour le continent. Si on prend, il y a beaucoup trop d'exemples en fait pour pouvoir tous les citer, mais je sais que dans votre quotidien, vous voyez tous à quel point la technologie a facilité les paiements, facilité l'accès à des services de santé, sans parler évidemment des accès aux services de formation à travers ce qu'on appelle les EdTech, donc les startups qui permettent un accès à la formation facilité. Nous, notre ambition, c'est vraiment de démontrer qu'en Afrique, il y a une approche spécifique de la technologie à travers un leadership conscient, c'est-à-dire des startups qui se créent avec une volonté d'apporter des solutions qui font du bien dans la communauté, c'est-à-dire qui améliorent les conditions de vie des gens concrètement, et en même temps une technologie qui est très poussée, avec un usage frugal, pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Donc notre ambition, c'est vraiment de pousser, de travailler avec ces champions de la tech pour que des startups créatrices de valeur économique, mais aussi de valeur sociale, puissent émerger sur le continent et rayonner aussi à travers nos réseaux internationaux, ailleurs que sur le continent, dans le monde entier. Votre conviction profonde, vous l'avez dit, que seule l'union entre opérateurs des financements et d'accompagnement dans une logique de communauté permet à des champions de propulser leurs entreprises. Expliquez-nous un peu tout cela. Alors, on ne va pas se cacher que l'aventure entrepreneuriale relève quelques challenges. On voit bien n'importe qui peut, qui a dans son entourage un start-upper qui lance sa solution technologique. C'est assez complexe puisqu'il va falloir que j'aille chercher de la compétence, du financement et que je puisse me connecter à un réseau d'alliances au niveau international pour avoir des mentors qui vont venir m'aider sur un certain nombre de sujets. C'est autant plus vrai pour un champion de la technologie puisque par hypothèse, quand je crée une start-up technologique, j'ai besoin de compétences technologiques et j'ai besoin de compétences business, entrepreneuriales. Donc nous, notre conviction, c'est que au moment le plus risqué, en fait, quand l'entrepreneur va se lancer au tout début, il a besoin d'une communauté, il a besoin d'une famille et il a besoin qu'on lui facilite cette aventure entrepreneuriale pour pas qu'il se décourage. Donc notre conviction est vraiment qu'il faut casser la solitude de l'entrepreneur parce que c'est eux qui détiennent la clé, en fait, d'un certain nombre de solutions pour l'accès, comme je disais, aux services essentiels et à d'autres possibilités. Et que ces entrepreneurs, nous, on les voit comme des champions, on les voit comme des héros, on n'est pas les seuls à le dire. Et on a envie de pouvoir s'engager à leur côté pour leur faciliter vraiment le déploiement de leur entreprise. Parce que notre conviction, c'est qu'une start-up peut grossir et doit grossir. Et à nouveau, il y a plein d'exemples sur le continent. Et je ne pourrais pas tous les citer, mais des Instadeep, des Expensia, des Mcopa, enfin bon, il y en a tellement que ce serait trop compliqué de les citer tous, qui sont vraiment, grâce à la technologie, qui ont amélioré la vie des gens. Et pour ça, il faut une communauté. Il faut vraiment, et moi c'est un conseil que j'ai envie de donner à un entrepreneur quand il débute, surtout ne restez pas seul, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent s'engager à vos côtés et qui peuvent vous aider à aller trouver les compétences, la connaissance, l'accès à la data, vous introduire à des investisseurs. Donc c'est vraiment important. Et notre conviction, c'est que c'est vraiment grâce à l'union de tous ces acteurs-là qu'on pourra faire émerger des champions de la technologie sur le continent. Oui, quelle appréciation avez-vous du Rwanda, un pays que vous avez visité très récemment, et en particulier des startups du pays? Alors évidemment, le Rwanda est très emblématique d'un écosystème accueillant pour les startups puisqu'il y a une très forte volonté politique avec une stratégie digitale qui est exemplaire. Il y a aussi en matière d'égalité homme-femme, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, le Rwanda est totalement est vraiment exemplaire en termes de parité et d'accès possible pour les femmes aux mêmes fonctions et aux mêmes métiers que pour les hommes. Nous, on croit beaucoup chez Digital Africa à la puissance des équipes diverses, à la fois en termes de compétences et de profils. Donc, pour nous, le Rwanda, enfin pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un pays qui est un bac à sable extraordinaire puisque c'est un pays bilingue. On voit bien que l'écosystème, notamment à travers des structures comme Norsken et autres, est extrêmement dynamique. Il y a une forme de maturité aussi pour rayonner dans la région qui est vraiment très intéressante. Et ce qu'on peut voir aussi qui est intéressant et qui pour moi est un très bon indicateur, c'est que les talents rwandais restent au Rwanda
ou reviennent au Rwanda pour développer des entreprises à partir du Rwanda pour rayonner en Afrique et ailleurs. Donc pour moi, c'est une indication et je pense que le fait que Norsken, par exemple, se soit installé là avec une vocation panafricaine n'est pas un hasard et des structures comme Smart Africa aussi. C'est un écosystème qui est accueillant pour l'entrepreneur, pour la technologie et qui permet en fait de rayonner après dans la région et sur le continent. Donc je trouve que c'est très intéressant et une fois de plus, les talents ne s'y trompent pas puisque contrairement à beaucoup de pays d'Afrique qui ont à souffrir d'une fuite de talents, le Rwanda attire des talents et les talents rwandais qui sont partis se former à l'étranger reviennent parce qu'ils y voient une terre d'opportunités. Donc je pense que je suis pas la seule à le penser. Le Rwanda est vraiment un pays emblématique de ce point de vue-là, de ce que peut créer un écosystème favorable aux startups. Merci pour ces belles fleurs pour le Rwanda, pour sa population et son leadership. Du côté, comment améliorer dans le domaine des startups au Rwanda? Quels sont vos conseils? Quelles sont vos observations afin de les rendre plus efficaces? Alors pour moi, le gros sujet qui reste quand même, c'est l'investissement. Aujourd'hui, c'est 2% des fonds mondiaux investis dans le capital risque qui profitent à l'Afrique et c'est beaucoup trop peu. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que j'aurais envie d'appeler à une union au Rwanda pour financer en fait beaucoup plus, qu'il y ait plus de fonds d'investissement, qu'il y ait plus de business angels, encore plus qu'aujourd'hui, pour financer ces startups en amorçage. Et ce que j'aurais envie de dire aussi aux startups que j'ai pu voir dans le pays, c'est prenez conscience de cette chance de pouvoir évoluer dans du multilinguisme. Avoir le français et l'anglais, ça vous permet quand même d'avoir un accès au monde et au continent qui est vraiment spécifique et qui est très riche. Et donc les deux sujets sur lesquels je pense qu'il faudrait travailler aujourd'hui, c'est la dimension investissement, plus d'investisseurs et mieux préparer les startups à l'investissement, parce que ça c'est un gros sujet aussi. Les startups n'ont pas souvent de culture financière. Or, pour développer l'activité, il faut la financer. Et puis, la dimension aussi, prendre conscience de la chance de ce bilinguisme et de la possibilité de l'ouverture de marché que ça propose et que ça offre. Merci à notre invité. Je vous rappelle que notre invité est Isadora Bigourdan, qui est la directrice générale de Digital Afrique. Merci pour votre disponibilité pour répondre aux questions de la télévision rwandaise. Urakoze et Patrick, merci à tous de m'avoir écouté et let's make it happen. À très vite. See you next. See you, bye bye. Merci. Voilà donc pour développer encore plus l'actualité au niveau africain. Passons à l'actualité en Afrique qui reste donc marquée par le dernier coup de force qui est intervenu au Niger, qui a démontré donc les relations difficiles entre la France et ses anciennes colonies. Pour mieux appréhender ces nouveaux développements, nous allons rejoindre, grâce à cet entretien réalisé par mon collègue Jean-Damascène Manichimwe, qui a pu joindre au téléphone le journaliste béninois Amoussou Paul. Je vous invite à suivre cet échange. Parlons de la décision des pays européens, notamment la France, qui a rapatrié ses ressortissants et également les ressortissants étrangers. Quel présage le rapatriement de ces Européens du Niger? Bon, vous savez que ça, c'est une pratique habituelle, connue. Oui. Et c'est du déjà vu à chaque fois qu'il y a une situation de crise dont on ne mesure pas forcément la portée ou les contours. Oui. Et il est pour, en tout cas, les pays occidentaux d'opérer un recul de leurs ressortissants. Donc, c'est rien de nouveau. De mon point de vue, je pense, et vous le savez, oui, c'est une façon pour ceux-ci de se mettre à l'abri, de mettre à l'abri leurs ressortissants, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous le savez, la France est assez chahutée, et c'est peu dit de parler de chahut. Oui, il y a un rejet, il y a
ce qu'on appelle le French bashing, assez poussé, exacerbé aujourd'hui dans nos pays, dans la sous-région ouest-africaine notamment, comme dans d'autres régions de l'Afrique. Il y a un rejet de l'ex-pays colonisateur qu'est la France. Et donc, on comprend tout à fait que la France ait opéré ce rapatriement de ses ressortissants et pas ricoché des ressortissants européens qui le désiraient. Oui. Vu l'image de la France, comment il y a ce sentiment anti-français qui se propage de plus en plus, qui gagne de plus en plus du terrain dans la sous-région. Est-ce que la France va accepter de céder complètement cette partie? Ah non, mais la France a dos au mur aujourd'hui, clairement, dans le Sahel. Oui. Et on sent qu'une fois son repli de Bamako, le Burkina n'en voulait pas. Oui. Très peu de pays montraient des termes de bonne disposition pour accueillir le reste de l'arsenal militaire et du personnel militaire de la France, de l'ex-opération Barkhane. Et le Niger était tout à fait, l'oasis tout désigné. Et que la France aujourd'hui soit ballottée également au Niger, la France a clairement le dos au mur, on comprend, la France a clairement le dos au mur aujourd'hui. Et ce serait un revers terrible pour le positionnement stratégique français, notamment en matière militaire dans cette région-là. Oui. Et sans oublier, bien sûr, l'intérêt économique que la France comptait dans la sous-région. Bien sûr, il y a de l'intérêt économique concomitant, c'est clair. Oui. Donc, voilà. Même si il faut relativiser parce que on en parle beaucoup aujourd'hui de l'uranium avec beaucoup de gourmandise. Oui. Mais les données disponibles en la matière laissent clairement présager de ce que, le Niger n'était pas si stratégique que ça en ce qui concerne la fourniture de l'uranium pour la France, puisque la France se fournit dans d'autres pays, notamment en Amérique latine, et le Niger reste secondaire dans la fourniture de cette matière stratégique, il faut l'avouer tout de même. Donc, et je pense que il y a une légende urbaine qui est colpotée, cela participe également à une certaine ferme de trolls, une usine à trolls, de désinformation qui circule sur les réseaux sociaux notamment. Et j'en veux pour preuve le président béninois, le président Patrice Talon, qui avait reçu son homologue français, qui a attiré son attention sur le fait que le Bénin avait des zones économiques spéciales et que les Français, les entreprises françaises étaient celles qu'on ne voyait pas du tout. Et que lui, personnellement, il connaît des entreprises françaises qui sont à la pointe de certaines technologies qui auraient pu s'intéresser à cela. Donc, on en parle beaucoup avec beaucoup de gourmandise, mais les intérêts français économiques en Afrique sont aujourd'hui moindres. Il y a d'autres puissances qui ont pris le devant. Je veux parler de la Chine notamment. Je veux parler de la Turquie aussi qui se positionne et qui donne de sérieux coups de boutoir à la France qui était naguère bien implantée en Afrique. Mais c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, il faut le souligner. Oui. Paul Amoussou, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci, c'est un plaisir. Oui, je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien La Nation. C'est le premier quotidien du Bénin. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Retour à l'actualité nationale. Les habitants du district de Nyaruguru en province du Sud, les riverains du parc de Nyungwe, déplorent l'absence d'activités touristiques dans la zone de ce parc situé dans leur district, ce qui pour eux est une perte considérable. Ils souhaitent donc que les organes concernés trouvent des solutions à cette situation pour que le parc de Nyungwe leur soit productif. Les reportages de Kassim Youssouf. Le centre de Mougénie est l'un des centres de négoce situés à l'entrée du parc national de Nyungwe dans le secteur de Nyabimata. Le mouvement des personnes n'est pas du tout dense.
Les habitants et ceux qui possèdent différentes activités indiquent que ce centre devrait progresser davantage si le côté du parc de Nyungwe dans leur district disposait d'activités touristiques. Si nous avions aujourd'hui des touristes dans ce centre qui nous arrivent de chez eux avec ce qu'ils possèdent, ils nous laisseraient quelque chose. Une personne peut venir dans ce centre, peut-être un touriste. S'il achète quelque chose, cela pourrait m'inciter à amener d'autres produits dont il a besoin. Dans les zones des districts de Nyaruguru et Nyamagabe touchant au parc de Nyungwe en province du Sud, des infrastructures touristiques telles que des routes et des hôtels sont seulement à Kitabi en district de Nyamagabe. Les habitants des secteurs de Ruheru, Nyabimata, Kivu et Muganza qui touchent à ce parc dans le district de Nyaruguru souhaitent qu'ils puissent bénéficier de ces opportunités. Cela nous fait de la peine de voir que nous sommes à proximité de ce parc et qu'il ne nous soit pas bénéfique alors que nous devrions être les premiers à jouir de ces bienfaits que ceux qui sont loin. La chose essentielle est de plaider en notre faveur. C'est affligeant et c'est pour nous un grand obstacle. Notre souhait est qu'il y ait des investisseurs qui viennent ici parce qu'il n'y a aucun problème et mettent en place des infrastructures pour que nous puissions aussi jouir de ce développement. C'est très triste. Nyungwe contribue aussi à ce qu'il y ait des précipitations et une bonne brise par ici. Si ces infrastructures de développement sont mises en place, cela serait davantage merveilleux. L'on compte dans le parc national de Nyungwe environ 1250 espèces de végétaux, plus de 1019 reptiliens, plus de 320 espèces d'oiseaux, différentes espèces de primates et plus de 90 espèces de mammifères, dont celles qu'on ne trouve qu'en district de Nyaruguru. L'agence rwandaise de développement ORADB indique que, compte tenu de cette particularité, elle envisage de sensibiliser des investisseurs en tourisme à réfléchir sur cette opportunité. Si l'on dit que 70% d'eau utilisée dans le pays prennent leur source dans le parc de Nyungwe, il faut qu'on connaisse cet endroit, qu'on puisse voir les différentes espèces de primates. Nous ne pouvons pas y parvenir seuls sans l'appui du secteur privé pour que ce que nous préservons chaque jour puisse être bénéfique pour les entrepreneurs et surtout pour être la source d'opportunités aux Rwandais riverains du parc parce qu'ils sont les premiers à bénéficier de l'emploi. Le parc national de Nyungwe a une superficie de 1019 km² et se trouve au sud-ouest du Rwanda dans 5 districts, 2 en province du sud, à savoir Nyaruguru et Nyamagabe, et 3 en province de l'ouest dans les districts de Rusizi, Nyamasheke et Karongi. Il s'étend sur 24 secteurs, dont 4 de Nyaruguru avec une superficie de 1754,2 hectares. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent dimanche en notre compagnie.